Ouais, Fred, salut, c'est Romain, mi-nantais, mi-nancéen. Merci pour l'émission sur Kate Bush, qui pour moi, bon, aujourd'hui, reste une chanteuse un peu has-been des années 70-80, avec plein de chansons que je connaissais, mais sur qui je mettais pas de nom, en fait. Donc voilà, merci pour Kate Bush. À très vite, ciao. Oui, salut Fred, salut Blockbuster. Bon ben moi je voulais faire un témoignage parce que je suis venu à la culture tard, un petit peu comme ce que décrivait Frédéric. Et bah quand les ayatollahs c'était mieux de le savoir avant, bah moi j'ai découvert Wolverine, un petit peu Kate Bush, un petit peu Star Wars. Là je suis en train de lire Dune, je vais faire Fondation. Bon par contre mon banquier il est vénère. Donc merci beaucoup, change à rien. Bonjour Frédéric, quelle bonne idée de faire une émission sur Miraculous. Donc moi, enfant, la relation de Spider-Man et de Black Cat, qui aimait Spider-Man mais qui n'était pas du tout intéressé par le banal Spider-Man, m'avait marqué. On se délecte avec ma fille des aventures de Ladybug et je souris quand j'entends Ladybug en train de chanter « Celui qui m'aime quand je deviens Ladybug ». C'est génial, j'adore le clin d'œil. On est de la même génération avec le créateur de Ladybug. Merci pour ça, ces aventures, c'est extraordinaire et on s'amuse avec Neila. Merci à vous. Au revoir. To be or not to be, not to be. Vous vous souvenez du dessin animé Gigi ? Le générique c'était Gigi, quand tu viens. Bon, je vais m'arrêter là parce que les humoristes qui se mettent à chanter, c'est jamais leur meilleure vanne. Gigi, c'était une des premières Magical Girls qu'on découvrait en France. Les Magical Girls, ce sont ces fillettes qui, avec je ne sais quel objet magique, peuvent se transformer en belles jeunes femmes. En général, c'est après une séquence de GRS pyrotechnique, toujours la même, où elles tourbillonnent dans les airs avant de se transformer en chanteuses de K-pop. Les petites filles sont fascinées, et les garçons aussi, pour des raisons qu'ils comprendront souvent bien plus vieux. On a eu Gigi, Amy Magic, Creamy, Sailor Moon. Aujourd'hui, on a les Glitter Force, que ma fille regarde avec des étoiles plein les yeux. Et en voyant ça avec elle, j'ai réalisé qu'on parle de Magical Girls, mais on ne parle pas de Magical Boys. Alors que pourtant, les Chevaliers du Zodiaque, Saint Seiya, les Sentai, Bioman et Power Rangers, ils obéissent aux mêmes règles avec les mêmes séquences de transformation qu'on retrouve à chaque épisode. Dans un cas comme dans l'autre, on a des enfants ou des adolescents qui se transforment pour devenir des adultes combattants qui prennent les choses en main. Même dans la BD américaine Shazam, celui que l'on appelait avant Captain Marvel, racontait l'histoire de Billy Batson, cet enfant qui, après avoir prononcé la formule magique Shazam, devenait une sorte de Superman magique. Il est temps de le reconnaître. Garçon ou fille, on a tous été fans des Magical Girls. France Inter, Blockbuster, Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. Il y a des siècles de cela, furent créés des bijoux magiques donnant des pouvoirs fabuleux. Les Miraculous. Tout au long de l'histoire, des héros ont utilisé ces bijoux pour le bien de l'humanité. Il existe 2 Miraculous, plus puissants que les autres. Les boucles d'oreilles de la coccinelle, qui donnent le pouvoir de création, et la bague du chat noir, qui donne le pouvoir de destruction. La légende dit que celui qui contrôlera ces 2 bijoux en même temps obtiendra le pouvoir absolu. Si vous avez des enfants, ou que vous en avez croisé ces dernières années, les enfants c'est comme des adultes mais en plus petits. Il est impossible que vous n'ayez jamais entendu parler de Miraculous Ladybug. Depuis 2015, les enfants vivent les trépidantes aventures de Marinette Dupin-Cheng, alias Ladybug, et de Chat Noir, Adrien Agreste, ce duo de super-héros qui protège Paris, des Akuma, ces papillons maléfiques qui transforment les Parisiens dans la pire version d'eux-mêmes. Oui, c'est possible. Pour évoquer les coulisses de ce dessin animé culte et français, qui remporte un succès partout sur la planète, et dans le cadre de notre partenariat France Inter Japan Expo qui démarre aujourd'hui, j'ai avec moi, et j'en suis ravi, Thomas Astruc, bonjour. Bonjour. Vous êtes le réalisateur et créateur de Miraculous Ladybug. Exact. Avec nous également Mélanie Duval, bonjour. Bonjour. Vous êtes scénariste de Miraculous Ladybug et vous avez rejoint l'équipe en saison 2. Exactement. Avec nous de retour également Philippe Bunel, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au magazine Animascope et co-auteur du livre Un siècle d'animation japonaise, publié aux éditions Inis. C'est ça. Allez, si vous êtes sur l'autoroute des vacances, laissez les enfants avoir la main sur l'autoradio. Pour cette émission, ce sont eux les experts. Miraculous, c'est parti. Mais c'est quoi ce truc? Une blatte, une souris? Une blatte souris? Non, calme-toi, n'aie pas peur. Non, mais ça parle en plus. Waouh, ça alors comme le génie de la lampe. Oh
oui, je l'ai rencontré. Bon, il exauce les vœux, il n'y a pas de quoi en faire un fromage. Plaque, ravi de te rencontrer. Ça a l'air bon. Ah Non, touche pas à ça. Reviens ici. Ça brille, ça se mange. Pas du tout. C'est ça. Écoute, Marinette, je sais que tout ça peut te paraître un peu étrange, mais qui es-tu et comment tu connais mon prénom? Je suis un Kwami et je m'appelle Tiki. Je vais tout expliquer. Je ne sais toujours pas ce que tu fais ici. Soit, je suis un Kwami, je donne des pouvoirs. Toi, c'est le pouvoir de destruction. Compris? Bien. Non, je suis ton amie, Marinette. Tu dois me faire confiance. Tu es la seule à pouvoir arrêter Cœur de Pierre. Oh, tout ça va trop vite, Tiki. Je suis désolée, je vais pas y arriver. Et confiance en toi, Marinette. Tout ce que t'as à dire, c'est transforme-moi. Transforme-moi? Oh, qu'est-ce qui se passe? C'était un extrait de la saison 1 de Miraculous Ladybug et vous avez pu entendre Anouk Aubois qui double Marinette Dupin-Cheng, Benjamin Bolègne qui double Adrien Agreste, Marie Nonenmacher qui double Tiki et Thierry Casazazian qui double Plague. Voilà. Thomas Astruc, première question évidemment, comment avez-vous eu l'idée de créer Ladybug ? Un coup de chance, bien évidemment, parce que c'est une coccinelle. Non, je travaillais dans un studio d'animation à l'époque sur une autre série, c'était ça commence à faire quelques années. Et il y a une jeune femme qui a rejoint l'équipe et elle avait un t-shirt avec une coccinelle dessinée dessus. Et comme c'est la coutume dans les studios d'animation, on a commencé à s'échanger des post-it pour se faire des blagues. Et puis là, ça tournait justement autour de la coccinelle. Et puis sur un de ces post-it, je l'ai caricaturé elle. Déguisé en super-héroïne coccinelle, et puis voilà, je me suis dit, tiens, il est sympa ce perso, je me souviens pas qu'il y ait jamais eu une super-héroïne basée sur la coccinelle, faudrait que j'en fasse un truc, et puis voilà, c'est parti comme ça. Et donc ce qui est assez étonnant de se dire, c'est que ce jour-là, elle choisissait un autre t-shirt, rien de tout ça n'existe en fait. C'est vraiment, ça tient à peu de choses. Hein. Ah, très peu de choses. Et c'était quelle série sur laquelle vous travaillez ensemble ? À l'époque, je travaillais soit sur Witch, soit sur Atom, Action Man Atom. Je sais plus Oui, parce que vous avez également travaillé sur, en tant que storyboarder sur les Totally Spies. Oui, j'étais chef board sur les Totally Spies. Ouais, et Code Lyoko. Code Lyoko, j'étais juste storyboarder. Ouais, je bossais sur plein de trucs. Non, mais là, il commence à y avoir un certain historique. Vous avez façonné l'imaginaire de pas mal d'enfants. Ah, je pense que quand on est passionné par ce métier, on va sur les projets qui justement nous parlent le plus et on se retrouve un peu entre passionnés et c'est cette passion qui est communicative et qui fait qu'ensuite les gens ressentent cette passion et c'est ça qui fait que souvent ça se transforme en succès. Mélanie Duval, on l'a dit en préambule, vous êtes arrivée à la saison 2, ce qui veut dire que initialement vous avez découvert Miraculous Ladybug en tant que spectatrice. Tout à fait. Quel a été votre ressenti ? En fait, j'ai envoyé immédiatement un message à Sébastien Thibaudot, qui est le directeur d'écriture que je connaissais par ailleurs, et je dis c'est du crack cette série. Qu'est-ce que t'as fait ? Tu vas faire exploser la télévision, parce que je voyais ma fille à l'époque qui regardait ça et j'ai regardé avec elle. J'étais là, oh mon Dieu ! Je me souviens très bien avoir vu le premier épisode et m'a dit mais. En plus, on devinait déjà, enfin moi je suis scénariste, on me l'a fait pas, je devinais déjà qu'il y avait genre 30 sous-couches d'histoire cachées dans l'histoire, etc. Et donc voilà, je lui ai envoyé ce compliment juste par pur de directrice d'écriture à directeur d'écriture, genre good job. Et bien plus tard après, il m'a recontacté en disant hey, tu voudrais pas travailler dessus et tout. Et alors que j'étais en année sabbatique et que j'avais dit non à absolument tout le monde, je lui ai dit d'accord, mais tu le répètes à personne parce que j'ai dit non à tout le monde, mais je veux bien te dire oui à toi. Vous vous rendez compte qu'en disant ça à la radio, tout le monde va le savoir. Ah mon Dieu, j'aurais dû prendre une identité secrète. Non, c'était faux. Mais pour de vrai, il y a eu un moment où personne ne savait qui était la nouvelle scénariste qui débarquait et où moi j'étais là, non mais je travaille sur un truc. Philippe Bunel, alors vous avez une grande expérience en tant que spectateur, en tant qu'expert des séries d'animation en général. Qu'est-ce qui s'est passé quand le public français a découvert Miraculous Ladybug ? J'aimerais dire même le public international, mais déjà le public français parce que il y a eu comme une reconnaissance. Enfin, moi j'ai eu ma fille qui est née en 2013, donc elle a vécu avec Ladybug et justement elle s'est retrouvée dedans et même les parents qui montraient le programme à la télé se sont retrouvés dedans.
c'est la France, et puis c'est une jolie France, hein. Même Paris, c'est un grand village, il n'y a pas grand monde, propre, c'est très lumineux, c'est plus propre, ouais, voilà. Quand Anne Hidalgo présente un programme politique, elle présente des séquences de Miraculous Ladybug en disant, voilà, si vous votez pour moi, Paris ressemblera à ça. On pourra plonger dans la Seine tranquillou. Et voilà, je pense que voilà, toute cette imagerie, ces scénarios qui ont toujours des valeurs très positives qui sont véhiculées, ça crée une sorte de un processus physionomique plutôt agréable chez le spectateur. Je pense que c'est sûrement ce qui est recherché et c'est ce qui, je pense, fait que ça cartonne, parce que ça cartonne vraiment en fait. Et alors, autre élément qui a son importance, c'est que Marinette est métisse. Ouais. Et Thomas Astruc, à quel moment vous avez décidé d'en faire une métisse ? Et en tant que métisse, je ne peux que vraiment valider, cautionner ce choix. Pour plusieurs raisons, c'est-à-dire que ça tient aussi au fait que ça correspond aux origines de la jeune femme qui nous avait rejoint. Ah oui, donc vraiment, en fait, Marinette existe en vrai. Ouais. D'ailleurs, je la salue. Si elle nous écoute, je la salue. Voilà, on s'est fait beaucoup de soucis pour elle récemment là dans la profession, et on est très content de voilà. Excusez-moi, c'est l'émotion. Il y a un moment d'émotion. Voilà, donc je la salue bien fort, et voilà, et puis ça correspond aussi, moi aussi à l'époque j'étais en couple avec quelqu'un qui partageait ses origines, donc ça c'était là-dedans, et moi j'utilise beaucoup des éléments de ma vie réelle pour nourrir les histoires et tout ce que je fais, parce que je trouve que ça... Parce que moi je sais de quoi je parle, enfin je veux dire, si j'écris un truc... c'est authentique. Je l'ai vécu, donc ça correspond peut-être pas aux idées que se font les gens, ou à des clichés ou des trucs comme ça, mais moi je sais qu'au moins ce qui est écrit là, je l'ai vécu personnellement, donc je sais que ça peut exister, et je pense que du coup les gens sentent cette authenticité, quoi. Est-ce que je peux te poser une petite question de journaliste? Mais allons. Est-ce que cette mixité culturelle elle vient pas aussi de l'art français actuel? C'est-à-dire que les artistes, ils prennent beaucoup au Japon, en Chine, donc aux États-Unis, là, il y a du comics, du manga, de l'animé, voilà. De toute façon, moi, c'est toujours pareil, ça part de ma propre expérience. Donc, chez moi, quand on fait les dîners à table dimanche en famille, mes grands-parents sont catholiques, mon frère est musulman, mon oncle est bouddhiste. Enfin, c'est un joyeux bordel qui se retrouve ensemble. Ah, c'est un film, non? Il n'y a pas Christian Clavier, c'est votre beau-père. Et voilà. Et puis mon père lui-même est un grand amateur de BD, donc à la maison il y a une grande collection de BD. Moi, je lisais des comics, et puis après il y a le manga qui est arrivé. Et puis de toute façon en France, voilà, c'est moi, ma vie, elle est à l'image de ce qu'est ce pays, c'est-à-dire un gigantesque carrefour de civilisation, on se retrouve tous, et où toutes ces cultures se mélangent, et ça produit des choses fantastiques, quoi. Il faut quand même bien savoir, Thomas Astruc, qu'à l'heure qu'il est, il y a certains auditeurs qui sont en train de se rouler par terre avec des conflits en disant « Oh, c'est woke! Oh, qu'est-ce que c'est woke! Je suis tellement woke! Oh, c'est terriblement woke !» Mélanie Duval, au niveau de vos influences, c'est-à-dire vraiment en tant que lectrice, vous étiez plutôt amatrice de BD européenne, comic book, manga? Alors moi, Alors tout, mais pas dans le même ordre. C'est-à-dire jusqu'à que j'ai 15 ans à peu près, chez moi il y avait Tintin et Astérix, point. J'étais dans la campagne profonde. J'avais pas la télévision, pour de vrai. De 8 à 14 ans, j'avais pas la télé, donc je me suis fait mon cinéma mental propre. Et en fait, quand je suis allée en lycée d'art, j'ai découvert des lycéens, des vrais lycéens normaux, tout ça, qui habitent en ville et qui du coup lisent des mangas. Et là, ça a été le choc incroyable de ma vie, notamment un manga qui s'appelait Crying Freeman, qui m'a beaucoup émue en tant qu'adolescente. Et du coup, je me suis plongée dans les mangas. Oui, il était souvent peu habillé. Oui. Très tatoué. Alors ça, c'est pas pour les spectatrices et spectateurs de Miraculous. Non, c'est pour les plus grands. Voilà. Et après, j'ai lu énormément de mangas, j'ai lu énormément de comics. C'était l'époque de Spawn, The Darkness, enfin tout ça. Et aussi la BD européenne, les éditions Delcourt, Triangle Rouge, l'Aventure, Johannes Farr, tout ça. Et puis après, du coup, tout ce qui était aussi, c'était l'ascension de l'association. Donc j'ai vraiment tout absorbé en même temps. Alors, blourp. Et puis voilà, donc c'est tout à fait un peu comme Miraculous, au croisement d'absolument toutes les cultures. Les dessins animés sont comme des rendez-vous. Et souvent, la sonnerie qui annonce l'heure de ce rendez-vous, c'est évidemment un générique. On écoute Lou qui nous interprète le thème de Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir.
Le thème de Miraculous dans Blockbuster sur France Inter. Je veux ce pouvoir absolu, Nourou. Je veux ces 2 Miraculous. Mais maître, nul ne sait où il se trouve. Je t'ai bien retrouvé, toi, Nourou. Ce Miraculous auquel tu es lié, rappelle-moi ce qu'il permet de faire. La broche du papillon vous permet d'offrir un super pouvoir à une personne et d'en faire votre champion. Et quand il faut attirer des super-héros, quoi de plus efficace que de créer des super-vilains, hein? Mais, maître, les Miraculous ne sont pas censés être utilisés pour faire le mal? J'ai besoin de ce pouvoir absolu. Ton Miraculous est en ma possession. Je suis donc ton maître. Et tu me dois obéissance. Bien, maître, à vos ordres. Nourou, que les ailes de la nuit se déploient. Nourou, transforme-moi. Antoine Thomé qui interprète le très très gentil et aimable Papillon. Le meilleur des pères. Oui, le meilleur des pères. Oui, oui. D'ailleurs, justement, parlons-en. C'est vrai que Adrien a donc cet homme pour papa, et c'est vrai que je cherche encore à quel moment ce père est aimable. Vous placez le curseur en termes de névrose pour ce pauvre Adrien. Parce que là, quand même, c'est des heures et des heures de psy, quand même, qui vont le suivre. Hein. Ah, mais c'est comme dans Princesse Sarah, tu vois. C'est un petit peu, c'est le côté drama de la série, on fait un peu. Ce qui est terrible quand on est scénariste, c'est qu'en fait, on passe notre temps à se dire quelle est la chose la plus cruelle que je pourrais faire à ce personnage pour le divertissement des jeunes téléspectateurs. Donc c'est un peu. Il y a quelque chose d'un petit peu sadique. Voilà. Et quand c'est les héros, du coup, c'est souvent ceux qui souffrent le plus, malheureusement. Et donc Adrien a donc hérité de ce père extrêmement aimant. Les enfants aiment leur bourreau, en fait. Oui, alors ça, Philippe Bunel, on vous a déjà dit, le juge, il a dit que non, c'est pas recevable, ça, il faut arrêter. Il faut arrêter de faire ça, monsieur Bunel. Vous êtes suivi pour ça, faut arrêter. Thomas Astruc, est-ce qu'il y a un personnage en particulier, alors c'est difficile parce que c'est votre création, hein, c'est un petit peu comme dire lequel de ses enfants on préfère, mais est-ce qu'il y a un personnage que vous aimez tout particulièrement écrire? Ah, c'est difficile, on les aime tous. Moi, mais c'est vrai que j'aime bien Adrien et Marinette, parce que moi, je suis un peu on en parlait encore aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir eu une enfance chez les bisounours, tu vois. Donc, je me retrouve beaucoup dans ces 2 personnages. Ils sont plutôt gentils, qui essayent de bien faire. Ils font des conneries, mais ils essayent quand même voilà. J'aime bien les personnages positifs comme ça. C'est vrai que la vie est pas forcément toujours très 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 rose, et donc je trouve ça bien quand même d'avoir des personnages comme ça qui représentent une petite. Voilà, j'aime. Mais c'est très intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'on est dans une génération où souvent on a tendance à plébisciter le cynisme, le côté, comme disaient les Américains, dark and gritty. Il faut que même les figures de super-héros très lumineuses et tout ça, il faut qu'elles deviennent plus sombres pour qu'elles semblent plus matures. Vous êtes de l'école de ceux qui pensent que... Pas du tout dans ce délire-là, moi. Moi, mon super-héros préféré, c'est Superman, parce que j'aime justement son exemplarité, son iconicité. Je trouve que, voilà, je pourrais en discuter pendant des heures. Mais c'est très bien. Voilà. Thomas Astruc, vous revenez quand vous voulez. Rendez-vous est pris. Nous le ferons. Je te ferai lire ma thèse sur le super-héros. Non, mais c'est vrai qu'il y a cette dimension très exemplaire de Superman, qui finalement, son vrai super-pouvoir, c'est pas tous les super-pouvoirs qu'il a, mais ce sont ses valeurs, c'est son humanité qui est plus grande que celle des humains au milieu desquels il vit. C'est un petit peu comme le personnage d'Astro Boy, c'est un petit peu comme le personnage de Conan, où en fait c'est des personnages, Astro Boy c'est un robot, mais finalement il est plus humain que les humains qu'il côtoie. Conan, on dit que c'est un barbare, mais en fait il se bat pour des valeurs plus nobles que celles des civilisés au milieu desquels il évolue. Donc voilà, ça je trouve ça très intéressant, parce que c'est des personnages qui peuvent servir de guide, voilà, alors que Wolverine, Wolverine, quand par exemple il est rentré dans les Avengers, je sais plus en quelle année c'était, mais oui, avec Brian Michael Bendis, Disassemble, voilà. Oui. Puis tu dis, voilà, tu fais rentrer Spider-Man et Wolverine dans la même équipe, tu te dis, je vois pas la cohérence. Je vois pas du tout la cohérence. Sauf celle du porte-monnaie. Je vois pas comment Wolverine peut être pote avec Spider-Man. Wolverine, il devrait être en tôle. C'est en toute logique, hein. Alors après, dans un arc où tu dis, tu te sers de Wolverine, qui est une espèce de machine à tuer, voilà, mais de là en faire un super-héros exemplaire, parce que si quelque part tu intègres les Vengeurs, tu acquiers une espèce d'exemplarité. Pour moi ça s'arrête, j'achète pas, voilà. Donc
Bon, après, ça, c'est ma vision du truc. Je comprends qu'on Je puisse pensais aimer pas en parlant d'Adrien et Marinette, on se retrouverait si vite chez Logan et Wolverine, mais pourquoi pas. Mélanie Duval, est-ce que vous avez, vous, un personnage qui vous parle plus particulièrement ? Ah ouais, il y a un personnage où je me reconnais beaucoup, c'est Kagami, mais notamment dans son incapacité sociale absolue. Mais sinon, c'est un peu en fait toute l'équipe. On a un peu, c'est comme si on avait absorbé tous les personnages à l'intérieur de nous. Et quand on écrit, en fait, on fait un peu une espèce de jeu de rôle. C'est un peu comme s'ils étaient tous rentrés dans notre tête et il y a un peu de nous dans chacun. Donc c'est vrai que c'est un peu comme Thomas. J'ai envie de dire, même Tiki, je peux me reconnaître dans son côté super cucu. Elle est là, vas-y Marinette, tu vas t'en sortir. Bon, aussi dans son amour des gâteaux évidemment. Mais voilà, c'est un peu, c'est vrai que ce qui est rigolo, c'est que même les plus sombres, et même Gabriel Agreste, on arrive à trouver au fond de nous-mêmes des choses où on peut se raccrocher pour le faire exister un peu dans nos têtes et tout ça, quoi. Philippe Bunel, au niveau de l'animation et de la mise en scène, il y a quelque chose qui a véritablement tranché avec ce qui se faisait. Enfin, moi, c'est le ressenti que j'ai eu en voyant les épisodes quand ils sont arrivés en France, c'est que il y a vraiment un soin tout particulier apporté au combat, à la mise en scène. C'était quelque chose d'assez nouveau, non ? Oui, rien que la séquence qu'on revoit dans chaque épisode où elle capture le Akuma, avec les effets de profondeur, d'échelle qui changent, bah rien que ça, les dynamiques, et on s'en lasse pas de la voir. C'est tellement dynamique que on se dit à chaque épisode on prend une nouvelle information. C'est vraiment fort. Et effectivement, comme on est dans du super-héros à la française, je pense qu'on a quelque chose qui se faisait pas avant. Pas que de l'iconisation à la française ou quoi que ce soit, c'est vraiment en termes de mise en scène. On est dans notre pays, on arrive à avoir des personnages qui pensent comme nous, qui mangent du camembert, voilà, qui mangent du pain. Bon, on va arrêter les clichés, mais c'est des croissants. Mais voilà, en fait, c'est tellement proche de nous que ça fait plaisir de voir un super-héros. C'est notre Spider-Man, en fait. Les enfants, quand ils découvrent ça, ils s'identifient automatiquement, c'est sûr. Et alors, j'ai une question de Charline Roux, qui travaille sur Pop-Up, qui m'a dit, est-ce que Fantomette a été une influence à quelques moments que ce soit dans la création de Marinette? Alors, quiz Miraculous, quel est le nom du collège dans lequel vont Marinette et Adrien? Alors Charline Roux n'est pas là, vous savez, parce que si vous me posez la question à moi, là tout d'un coup, je regrette d'avoir posé cette question. Eh bien, c'est le collège Françoise Dupont, ce qui lui donne la réponse. Ah, donc oui. Oui. C'était vachement plus simple. Et alors, comment vous avez imaginé le juste milieu dans le quiproquo amoureux entre Ladybug et Chat Noir? Parce que c'est vrai qu'il y a une dimension très soap opéra, mais qu'on retrouve aussi dans les comic books. On a entendu l'histoire de la Black Cat, Chat Noir avec Spider-Man, mais il y a aussi Gwen Stacy. Enfin, on repense à plein des grands amours de super-héros. Et donc, comment, dans l'écriture d'un épisode, vous arrivez à articuler cette dimension sentimentale sur plusieurs épisodes et que ça tienne et que ça donne envie aux gens de revenir? C'est des recettes de soap opéra, hein, donc ouais, je sais pas. En plus, nous, parce que quand vous dites que vous vous êtes inspiré de vous-même, qu'est-ce que vous voulez nous dire, Thomas, à ce truc? Je sais pas. Alors, il y a un truc que je dis souvent aux fans qui viennent nous interroger. On dit, mais pourquoi ils font pas ci, pourquoi ils font pas ça quand ils vont sortir ensemble? Je leur dis, mais moi, mon boulot, c'est pas de vous donner ce que vous voulez. Moi, mon boulot, c'est de gérer votre frustration. Voilà. Mais voilà, c'est des mécaniques de comédie romantique. On a notre cher maître Sébastien Thibaudeau, le directeur d'écriture, qui est vraiment le spécialiste de tout ce qui est structure et tout, qui nous tient bien les rênes là-dessus. Et puis nous-mêmes avec Frédéric Lenoir et Mathieu Choquet. Voilà, c'est des. Je pense que toutes ces espèces d'histoires qui reposent essentiellement sur des mécaniques émotionnelles, je pense que c'est vraiment au-delà le spectaculaire. C'est pas vraiment ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est vraiment que tout soit relié à des choses très émotionnelles qui transportent les gens et qui les touchent, en fait. Et Mélanie Duval, j'aimerais savoir, on est en 2022, c'est une des séries qui représente le plus souvent la jeunesse de ce pays. Et comment on fait pour... quelle est la latitude de modernité et de représentation de ces émois adolescents aujourd'hui? Parce qu'on sait que voilà, il y a une représentation très diverse de l'adolescence. Donc quand on travaille avec une grande chaîne comme ça, quelle latitude de liberté on a?
De plus en plus de liberté, en fait. Je pense que déjà, Ladybug en soi était un espace de liberté qui s'est ouvert incroyable, parce que dans la plupart des séries jeunesse, on ne parle même pas d'histoire d'amour. C'est-à-dire, il n'y a pas d'amoureux, ils se tiennent pas la main, etc. D'un seul coup, on arrive dans un endroit, on a le droit de dire A est amoureux de B, qui est amoureux de C, et de commencer à parler des sentiments, etc. Et à partir de là, il s'agit toujours d'ouvrir un petit peu plus les portes, petit à petit, des sensibilités qui peuvent être des fois un peu conservatrices des chaînes jeunesse, notamment parce qu'elles ont un vrai souci de, mon Dieu, il faut pas que les parents derrière leur écran fassent la révolution, quoi. Enfin, surtout TF1, ils ont un traumatisme ancien de certaines séries japonaises qu'on a tous regardées. Et à l'époque où j'avais la télé. Et donc du coup, on avance petit à petit et on s'est rendu compte que finalement les chaînes de télé étaient des bons partenaires, pourvu qu'on y aille doucement, tranquillement, d'avancer sur les représentations de genre, les représentations d'amour qui sont pas forcément hétéronormées, tout ça. Voilà, on avance petit à petit, des fois un peu en sous-marin, mais de plus en plus ouvertement. Voilà, c'est quelque chose qui grandit avec la série, avec l'époque aussi. C'est-à-dire que c'est vrai que quand la série a commencé, moi j'étais pas là, mais en 2013, le monde de la télévision est complètement différent. C'est pour ça, moi j'étais très jalouse. Moi j'étais sur ma série, on avait le droit. Ah non, elle vient de perdre son frère, elle a pas le droit de pleurer parce que c'est une émotion négative. On est là. On parle de cet univers-là. D'un seul coup, non seulement on a des personnages qui pleurent, mais qui ont le droit d'être amoureux, qui ont le droit d'être déçus, qui ont le droit d'être amoureux d'une fille s'ils sont des filles, etc., ou d'un garçon s'ils sont des garçons. Mais on avance petit pas. Aussi parce qu'il y a la question des 160 pays qui regardent, et l'idée c'est d'être interdit dans aucun pays pour que tous les enfants puissent regarder et qu'à leur niveau ils comprennent ce qu'ils ont envie de comprendre, quoi. On va faire une petite pause musicale pendant laquelle je vais essayer de convaincre Thomas Astruc de faire une série dérivée sur Réna Rouge, mon personnage favori. Marinette du Pincheng. Et voilà, c'est reparti. C'est ma place. Mais Chloé, j'ai toujours été assise ici. C'est fini. Nouvelle rentrée, nouvelle place. Alors tu te lèves et tu vas te mettre à côté de la nouvelle qui est assise là. Mais écoute-moi bien, aujourd'hui Adrien arrive, et comme là, ce sera sa place, alors ici, ça devient ma place, compris? Qui c'est Adrien? Je rêve! Elle ne sait pas qui est Adrien! C'est pas vrai, mais tu vis sur quelle planète? C'est un mannequin hyper connu! Et je suis sa meilleure amie! Il est fou de moi! Alors bouge! Hé, qui est-ce qui t'a élu reine des places? Oh, tu as vu, Sabrina? On a une justicière dans la classe cette année! Qu'est-ce que tu vas me faire, super nouvelle? M'envoyer des rayons avec tes lunettes? T'es sûre que tu veux savoir? Allez, viens! Pardon. Bien, tout le monde a trouvé sa place? C'est bon, relax, c'est pas grave. Je suis nulle, je voudrais pouvoir tenir tête à Chloé comme toi. Comme Majestia, tu veux dire? Elle dit que la seule chose qui permet aux forces du mal de triompher, c'est l'inaction des gens bien. Eh bien, les forces du mal, c'est cette fille. Et les gens bien, c'est nous. Alors on n'a pas le droit de se laisser faire. J'ai pas de super pouvoir, moi, et c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais non, t'inquiète, à partir de maintenant, il faut que t'aies plus confiance en toi. Marinette. Alia. Vous venez d'entendre la terrible Chloé Bourgeois, qui est interprétée par Marie Chevalot. Chloé Bourgeois qui est à Marinette ce que Cordelia Chase est à Buffy Summers pour les connaisseurs. Et également vous avez entendu Fanny Bloch qui interprète le plus grand personnage de Miraculous, Alia Césaire, bien évidemment. Ils oseront pas le dire parce qu'ils ont l'humilité de... Mais on le sait tous, c'est Réna Rouge qui cartonne. Voilà. Vous avez vu le lobbying que je fais quand même pour ce personnage? C'est bien. C'est important. C'est important. Si, on l'adore. Et en fait, Miraculous, de par sa popularité, a souvent été utilisé pour distiller des messages d'utilité publique. On l'a vu avec les gestes barrières, pour le Covid et tout ça. Mais justement, est-ce que ce côté... modèle de toute une jeunesse, des fois c'est pas ça peut pas parasiter les histoires que vous avez envie de raconter. Il y a notamment eu cette polémique où quand vous avez fait vous avez illustré un agent de police, un contrôleur dans un bus qui faisait un petit excès de zèle, là c'était en pleine crise des gilets jaunes, ils ont dit non, attention, vous êtes en train de, il peut avoir un message qui va pas passer. Non, je vais pas revenir là-dessus parce que c'est un truc qui serait vraiment trop long à expliquer, mais il y avait effectivement un truc qui marchait pas dans l'épisode et qui n'est pas du tout ce que tout le monde a pointé du doigt, et qui a créé une polémique complètement absurde sur lequel personne n'a daigné me contacter pour que j'explique la raison du truc, machin. Donc c'était vraiment c'était vraiment absurde et j'ai été particulièrement scandalisé par le procès d'intention qui a été fait à nos partenaires de TF1 qui
enfin voilà, moi je. Oui, parce que vous avez ça, par contre, vous l'avez clairement dit qu'ils avaient eu totalement raison de revenir sur la séquence. Oui, il y a des trucs qui marchaient pas et c'était pas du tout centré sur les flics ou tout ça. C'est pour d'autres raisons de droit légal. Voilà, donc je vais pas m'pesantir dessus parce que je pense que les gens ne comprendront pas. Enfin, c'est des trucs de production, de représentation de locaux, de trucs de machin. Bref, c'est l'absurdité du truc, c'est que si TF1 avait voulu nous prendre la tête sur une histoire comme ça et n'avait pas voulu qu'on raconte, qu'on montre les mécanismes d'injustice sociale ou de trucs comme ça, il nous aurait même pas laissé écrire l'histoire. C'est ça dont il faut bien prendre conscience. Donc là, vraiment, il y a eu un très mauvais procès qui leur a été fait et qui malheureusement part du fait qu'ils pâtissent d'une image dont ils ont hérité d'Étienne Moujon, d'il y a très longtemps. Le temps les cerveau équipes en place disponible ne sont pas du tout dans ce délire-là. Et au contraire, je trouve qu'à l'heure actuelle, c'est presque l'une des chaînes les plus progressistes du PAF, quoi. Donc moi vraiment voilà, c'est pour ça que je me suis exprimé là-dessus parce que je trouvais que c'était vraiment totalement injuste. Vraiment. Donc même si Miraculous, même si Ladybug et Chat Noir sont devenus des modèles, il n'y a pas forcément une impossibilité dramaturgique d'aller où vous avez envie d'aller. Il n'y a aucune impossibilité sur rien, sur aucun sujet. Disney et TF1 nous font parfaitement confiance et ils nous soutiennent totalement. Il n'y a vraiment aucun problème là-dessus, quoi. Ouais, parce que les héros sont des modèles, mais il y a tellement d'autres personnages, dont celui qu'on vient d'entendre, qui peuvent être justement des contre-modèles, qui nous permettent d'aller très très loin, que ce soit Chloé, ou même Gabriel Agreste. Enfin, il y a toute une palette de personnages. Il y a Lila, qui est aussi extrêmement détestée des enfants maintenant, mais qui nous permettent d'aller aussi loin qu'on a envie d'en raconter des choses qui peuvent être même cathartiques pour certains enfants, d'aller très loin dans la méchanceté, la noirceur et tout. Mais c'est vrai que du côté des personnages principaux, on reste dans la lumière et le bon exemple. Et comment ça se passe en termes d'échange d'idées pour savoir quel personnage de la série sera éventuellement akumatisé, c'est-à-dire qui va devenir un super vilain le temps d'un épisode, et ceux qui vont intégrer une sorte d'équipe de super-héros. Est-ce que ça c'est quelque chose, est-ce qu'il y a un plan d'ensemble ou est-ce que c'est quelque chose qui vient spontanément au fur et à mesure de l'évolution et de l'écriture ? C'est un mélange des deux, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de roadmap, on vit certains points. Là, ça fait partie de notre travail là, sur les dernières semaines. Et après, les personnages peuvent tout à fait nous échapper et faire leur propre plan, en fait. Voilà. Parce que, comme je vous disais, ils vivent plutôt dans nos têtes que sur le papier. C'est-à-dire, nous, on est là, on essaye de dessiner des cartes, on est là, tu vas aller là. Et souvent, au cours de la saison, ils ont tendance à faire un peu ce qu'ils veulent. Hein. Tu vois, c'est comme une partie de jeu de rôle, en fait. C'est comme une partie de jeu de rôle, mais qu'on joue sans dés, et dont on jouerait tous les personnages en même temps. Et il y a le scénario de la partie de jeu de rôle qui est où il y a des grandes lignes, et puis il y a ce que les personnages vont y apporter eux-mêmes. Et puis des fois, effectivement, ils prennent des routes de traverse, on s'y attendait pas, mais ça devient évident, et puis c'est ça qui devient la vérité de l'histoire. Ce qui fait des séances de brainstorming assez intenses. Hein. Faut imaginer 4 adultes qui crient dans tous les sens, qui parlent, qui sont là, oui, mais non, etc. Enfin, qui miment les scènes, qui chantent les chansons, enfin tout ça, il y a tout un... C'est un travail sportif et intense. Philippe Bunel, vous regardez la série avec votre fille ? Oui. Et est-ce qu'elle a un personnage particulier et pour lequel vous voulez peut-être aussi faire du lobbying ? C'est le moment ou jamais, hein. Ils sont juste en face de vous. Non, je pense effectivement Marinette et sa copine. Je me rappelle plus. Réna Rouge ? Non. Non, je pense qu'elle est vraiment fan des deux. Si elle était fan de Chloé, je pense que je lui dirais il faut qu'elle aime son bourreau. Mais du coup, non, mais oui, elle aime bien ce côté lumineux. Elle a 8 ans, donc ça, c'est ce qu'elle a besoin. C'est ce dont elle a besoin, en fait. Par contre, j'avais une petite question. Comment ça fait de se faire akumatiser ? C'est-à-dire ? Il y a Thomas Astruc qui s'est fait akumatiser dans un épisode, donc... Mais Thomas Astruc, qui existe qui a une vie parallèle. Parce que il faut le dire aux auditeurs qui n'ont peut-être jamais vu Miraculous, Thomas Astruc a un avatar. Qui existe il y a une mise en abîme dans Miraculous, et il est d'ailleurs très déçu de ne pas être plus connu pour sa création et pour son film. Peut-être qu'on s'est peut-être planté un petit moment, un moment dans l'histoire. L'idée, c'était pas une question d'être connu ou célèbre ou tout ça. En fait, l'histoire part d'un truc tout bête, c'est-à-dire qu'on avait fait un test d'animation en 2D avec Toei Animation il y a des années, et on avait ces images-là, on se disait
Elles sont trop bien ces minutes-là d'animation. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire? On s'est dit, tiens, si on faisait l'histoire dans l'univers de Miraculous, il y a quelqu'un qui a fait un dessin animé sur les personnages. Tiens, quelle histoire on pourrait raconter? Tiens, faudrait qu'il y ait peut-être il y aurait un réalisateur, il se fait acclimatiser. Tiens, qui on pourrait prendre? Bon, ouais, on en a un réalisateur d'anime là. Tiens, on a qu'à te mettre toi. Ah ouais, tiens, ça pourrait être drôle, ça ferait un caméo à Hitchcock. Ça part comme ça. Ouais, mais bon, en fait. Réalisateur, les gens s'en foutent des réalisateurs, ils savent même pas à quoi ça sert dans un réalisateur, tu vois. Ça, en fait. Et ah bah voilà, c'est ça qu'il faut raconter. Mélanie Duval le dit avec une certaine gourmandise. On est parti de ça, on sait vraiment pas à quoi vous servez. Les gens, c'était pas une question. La question de l'épisode ne portait pas sur la célébrité. Et c'est peut-être parce que justement, on m'a pris pour la blague moi, en fait. Et donc c'est devenu une espèce. Les gens se sont dit ah tiens c'est une métaphore, il a envie d'être reconnu. Alors qu'en fait pas du tout. Moi je suis totalement satisfait je me satisfais totalement de l'anonymat. La question, c'était arriver à faire comprendre à quoi ça sert un réalisateur dans l'animation. Et c'est la même chose que pour un chef d'orchestre. Un chef d'orchestre, tu dis bon, bah, tu as la philharmonique, tu vois, t'as des gens en costume avec des instruments, c'est tous des virtuoses. Et puis tu dis pourquoi il y a besoin de quelqu'un qui monte sur une caisse à savon avec une baguette et agiter les bras? À quoi ça sert? Eh ben en fait, si cette personne n'est pas là, t'as beau avoir les meilleurs solistes du monde, ça sera une cacophonie. Et donc c'est d'où les questionnements là sur le truc. Bah toi en tant que réalisateur, tu fais quoi? Tu dessines pas, t'écris pas, tu fais pas la musique, tout ça. Donc à quoi tu sers? Bah t'es là pour transmettre une vision en fait. Et c'est ça qu'on cherchait un petit peu, c'était ça le fil conducteur de l'histoire. C'était pas du tout sur la célébrité en fait. Et alors le nom de votre akumatisation, c'est le nom de votre super vilain? Animaestro. Ouais. Animaestro, parce que il y a quand même aussi un talent de recherche sur les noms de super vilains. Je pense qu'il y a deux équipes qui ont autant mal à la tête que vous. Et il y a évidemment Miraculous et de l'autre côté ceux qui donnent des noms aux Pokémon en version française. Mais parce qu'à chaque fois c'est des noms de folie que vous trouvez. Ah bah merci, on va prendre le compliment. Et des designs de folie aussi, quand il y a une viennoiserie ambulante immense qui s'abat sur Paris. Au nom de l'équipe de design, merci. Vous pouvez. Bon, on sait que l'impro n'est pas ton point fort, donc contente-toi de lire cette feuille. Mais les profs disent toujours que je suis pas naturelle quand je lis. Alors apprends le texte, c'est pas dur, tu peux le faire, mais n'improvise pas, ok? Laisse tomber, ça marchera jamais. Trop tard, ça sonne. Salut, vous êtes sur le répondeur d'Adrien, laissez un message. C'est son répondeur. Laisse un message, pas d'impro. Bonjour, répondeur d'Adrien. C'est Marinette qui a un message pour toi. Bien sûr, puisque c'est ton téléphone. Donc, rappelle-moi, salut, à plus. Quoi? J'allais quand même pas lui laisser comme message. Salut beau gosse, c'est Marinette. J'aimerais bien t'inviter au ciné, mais je suis tellement amoureuse de toi que le seul moyen que j'ai pour te parler sans que ma bouffe se mette à me foufoter, c'est à travers ce fichier téléphone. Hein? Si vous voulez réécouter votre message, tapez 1. Si vous voulez effacer votre message, tapez 2. Tape 2. Message sauvegardé. Vous pouvez raccrocher. Je veux voir un épisode où Marinette va recevoir un texto et elle va vouloir interpréter l'emoji. Est-ce que ça veut dire qu'elle a une chance ou pas? Voilà, parce que j'ai des gens proches qui effectivement sont capables de passer des soirées entières. Donc, tu répondrais, toi? Ça veut dire quoi l'emoji courgette? C'est quoi ça? L'emoji courgette, c'était pas forcément le bon emoji que j'aurais dû choisir. C'était le bon exemple. Voilà. C'est référence à Rick et Morty. Feu d'artifice. Ah oui, oh là là, oui. Parce qu'il y a la réalisatrice qui me parle en même temps et elle dit des bêtises, donc forcément je vous les transmets. Philippe Bunel, on assiste quand même avec Miraculous, je pense aussi évidemment à Wakfu, à une sorte de pas dire de renouveau, mais de démonstration qualitative de ce que peut faire l'animation française. Est-ce que c'est la face émergée de l'iceberg ou est-ce que c'est représentatif de tout ce qui est en train de se passer? Je pense que c'est représentatif de ce qui est en train de se passer. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que ça fasse école, en vrai. Qu'on ait plein d'autres séries comme Ladybug, parce que ça manque. Je pense que ce côté formula show, c'est important, les chaînes le demandent, et le fil rouge qui s'épaissit donc pour avoir une intrigue plus costaud, toujours avec des visuels d'une saison à l'autre qui sont beaucoup plus léchés. C'est quelque chose dont on a vraiment besoin, et il faut que les chaînes
elle vraiment pense au public adolescent qui a besoin d'avoir des personnages animés, des histoires comme ça qui partent dans tous les sens, avec des belles morales. Et je pense vraiment, oui, Wakfu, Miraculous, mais il y a plein d'autres créateurs français qui sont au Japon ou ailleurs, qui vraiment créent des choses très belles. Et puis même un cinéma d'animation aussi qui est vraiment exceptionnel. Voilà, exactement. Cette année à Annecy, c'est la France qui a gagné, par exemple. Voilà, c'est vraiment l'animation française en fait. Elle est forte, elle est vraiment très forte, et Miraculous le prouve. Après, Miraculous, c'est copro, il y a aussi Toei dedans. Comment ça se passe, ça ? C'est une copro entre Zag, Méthode, il y a Toei, il y a Samg, oui. Enfin voilà, c'est vraiment un grand partenariat international. Alors après, sur ce que tu dis par rapport au oui, il faut penser au public adolescent avec des histoires qui suivent. Il faut faire attention parce que souvent les spectateurs ont vraiment une vision, ils reçoivent tous ces programmes par le prisme du spectateur, mais faut pas oublier que c'est quand même des processus industriels où il faut voir quelle est l'audience que tu cherches à toucher, quelle est l'audience que tu peux toucher, il faut voir la concurrence qu'il y a à côté du jeu vidéo, des plateformes de streaming et tout. C'est des processus quand même un peu plus compliqués que ça en a l'air, et des fois si tu te dis tiens je vais faire de l'animation juste pour toucher les adolescents, en fait tu vas faire un flop parce que tu vas toucher une niche de fans et ça va pas marcher. Donc nous c'est par exemple, l'une des choses qui, je pense, explique le succès de Miraculous, c'est que non seulement, effectivement, on arrive à plaire à une audience qui aime les intrigues un petit peu plus riches, mais surtout, on arrive quand même à les rendre accessibles aux gamins. Et on garde les gamins avec nous perpétuellement. Oui, mais vous emportez les ados avec. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Mais on n'écrit pas pour les ados non, en cherchant à emporter les gamins. On écrit d'abord pour les gamins et en se disant oui, mais il faut que les ados et les adultes puissent aussi prendre du plaisir à regarder ça avec les enfants, parce que nous on écrit pour la famille, on écrit pour tout le monde, donc on veut que tout le monde puisse se mettre devant le poste et partager ce moment ensemble à l'heure où la plupart des productions cherchent au contraire à segmenter l'audience. Nous on veut faire l'inverse, on veut réunir les gens. Et toutes les grandes licences populaires, généralement, elles ne ciblent pas juste un carcan du spectateur, c'est juste, c'est vraiment... Il y a une cible, comme tu le dis très bien, mais il faut que les créateurs aussi se fassent plaisir et arrivent à créer des doubles lectures, essayer de cibler ici ou là des spectateurs. Mais c'est d'ailleurs ce grand écart d'analyse et de réception qui explique des fois les petits drames sur les réseaux sociaux entre la communauté de fans canoniques qui connaissaient la bande dessinée d'origine et puis qui ne supportent pas que tel changement a été fait dans la transcription sur petit ou grand écran. Et en fait, on se rend compte que quand ça se traduit par des résultats au box-office où des fois on se rend compte que non, en fait le grand public lui on n'avait rien à faire de ces arguties parce que il a juste pris l'histoire comme elle est venue. Exactement. Et justement avec l'apparition de ces plateformes, parce que on parle du public enfant, de la famille, mais c'est vrai que ces grands moments collégiales, on était tous devant la télévision, j'ai fait une émission sur Ulysse 31, les Cités d'Or, c'était vraiment des rendez-vous qui étaient presque évidents, mais aujourd'hui avec la concurrence de ces plateformes, Netflix, Disney, etc. Est-ce que ça a compliqué les choses ? Est-ce qu'on peut réussir à avoir un pied à la fois sur les plateformes et dans les médias généralistes ? Je sais pas, parce que je suis pas producteur et je suis pas diffuseur et je suis pas streamer, donc j'ai pas forcément des infos de première bourre à ce niveau-là. Tout ce que je peux dire, c'est que en tout cas avec Miraculous, effectivement, on a un pied sur les deux. On a un pied sur le hertzien, c'est-à-dire le hertzien pour les gens qui savent pas forcément, c'est les chaînes de télé traditionnelles, c'est la télé. On a un pied sur les plateformes, et chose fantastique, on est à la fois sur Disney+ et sur Netflix. Et donc c'est possible en fait, et je pense que c'est pas des choses qui s'opposent. Les plateformes de streaming ont fait du bien dans le sens où ça a ouvert un petit peu, ça a fait un beau courant d'air où il y a des nouveaux financements qui sont arrivés, des nouvelles possibilités d'histoire. Donc en ce sens-là, ça a fait du bien. Maintenant, dire les streamers vont bouffer la télé ou la télé va bouffer les streamers, je pense que c'est un faux débat, et je pense que c'est un écosystème qui va se mettre en place où finalement les uns bénéficieront aux autres. Et là, à l'heure actuelle, on entend eux ils ferment leur chaîne de télé, ils vont ouvrir telle plateforme de streaming ou vice versa.
Je pense qu'à terme, de toute façon, ça va continuer à évoluer, et je pense que ce côté, on va retrouver des programmes à certaines heures fixes, parce que le côté ritualisation, le côté partage d'un même programme, de toute façon, il est important. Nous sommes des humains, nous vivons en société, nous sommes des animaux sociaux, nous avons besoin de rendez-vous, on peut communier ensemble sur certaines choses, et la fiction est l'une des meilleures choses pour ça. Mélanie Duval, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Quid de l'avenir de Miraculous et des prochaines saisons? C'est à moi que vous demandez ça. Vous êtes scénariste aussi, donc c'est vrai. Voilà, là, on travaille sur la saison 6. Voilà, je sais pas si je suis autorisée à en dire plus que ça, ou je sais pas trop. Nous, on a prévu des plans sur le très long terme parce qu'on peut pas s'en empêcher. Par exemple, donc on s'est réunis, on a commencé il y a 2 semaines à travailler sur la saison 6. Et que sur la saison 6, et forcément tout de suite, voilà ce qui se passe quand vous mettez 4 personnes dans une pièce qui font oh mon Dieu, etc. On est arrivé à la saison 12 à la fin de la semaine, je pense à peu près. Voilà. C'est vrai. Non mais vraiment, en plus pour de vrai. Après évidemment, là nous c'est nos envies de scénario. Je pense que ça pourrait, si on voulait, ne jamais s'arrêter, parce qu'on a toujours des choses à raconter, le monde évolue, les personnages évoluent, on a toujours des envies, enfin on se rend compte que c'est une sorte de puits infini où on peut aller puiser sans cesse. Après c'est évidemment, est-ce que dans 15 ans les enfants ont encore envie de voir Miraculous? Moi je pense que oui. Mais oui. Voilà, merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Merci Thomas Astruc, merci Philippe Binel, merci Mélanie Duval. Longue vie à Miraculous, à Ladybug, Adrien, évidemment. Reine à rouge. On remercie également à la technique Philippe Duclos et au mixage Vincent Godard. Non, ça va être l'heure. Ladybug et Chat Noir devraient déjà être arrivés.